Les diagrammes d'objets. Dans le contexte UML, il existe différents types de diagrammes qui sont regroupés en plusieurs catégories. On retrouve d'abord les diagrammes statiques, que l'on appelle diagrammes de structure. Il y a également les diagrammes de comportement. Et pour finir, les diagrammes dits dynamiques, que l'on appelle aussi les diagrammes d'interaction. Nous allons voir ensemble l'ensemble de ces diagrammes qui viennent compléter le diagramme de classe. On verra également dans quel but les utiliser et comment les construire. On va commencer donc dans cette vidéo par le diagramme d'objet qui fait partie de la catégorie des diagrammes statiques et qui vient apporter des informations complémentaires au diagramme de classe. Mais au final, c'est quoi un diagramme d'objet? Un diagramme d'objet, c'est un diagramme qui va représenter une classe, mais on va y ajouter les spécificités de celle-ci. Il fait partie de la catégorie des diagrammes statiques. En d'autres termes, c'est une instance d'un diagramme de classe représentant les objets et les liens qui les unissent. Mais pas que. Sachez qu'il est possible de construire un diagramme d'objet à partir d'autres diagrammes UML qui existent déjà. En développant un diagramme d'objet, on va se concentrer sur tous les attributs d'un ensemble d'objets, ainsi que sur les liens qu'ils vont avoir les uns avec les autres, à un instant qui est donné, sans pour autant porter aucun dynamisme au sein du diagramme, bien que l'on puisse écrire des états. En bref, à quoi il sert? Il sert à montrer un contexte qui est précis, à un instant T, un instant donné. Par exemple, lorsqu'on souhaite montrer un environnement avant ou après une interaction. Il faut toutefois noter que quand on parle de diagramme d'objet, il va avant tout s'agir plutôt d'un outil de documentation et de communication, rien de plus. Il va vous faciliter la communication entre les différents acteurs d'un projet. Donc par exemple, un objet, ça va représenter une instance d'une classe. Si on souhaite et qu'on définit une classe personne, alors on peut créer un objet en définissant une instance de notre classe personne. Dans le processus de développement d'un diagramme d'objet, il faut que le diagramme puisse respecter ce qu'on peut qualifier de contraintes. Et il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut veiller au bon respect des cardinalités que nous avons mises en place dans notre diagramme de classe. Ensuite, chaque attribut d'une classe doit avoir une valeur affectée dans chaque instance de classe. En d'autres termes, on doit, pour une instance de classe, donner une valeur à chaque attribut. On va imaginer que dans notre classe, on a renseigné que les attributs avec un nom, un prénom, un âge. Pour l'exemple de notre classe, donc personne, on peut créer une instance de classe personne et on lui assigne notamment donc notre nom, notre prénom, notre âge, etc. qui va correspondre aux attributs de la classe personne, qui est définie un peu plus tôt dans notre diagramme de classe. Donc ce diagramme d'objet est vraiment très utile pour obtenir une vue d'ensemble du système que l'on va développer. On va se servir du diagramme d'objet afin de donner des exemples ou différents cas de figure qui vont permettre par la suite d'affiner le diagramme de classe afin de mieux le comprendre. Les différents éléments du diagramme d'objet. Donc les différents éléments de notre diagramme d'objet, donc il faut savoir que le diagramme d'objet est composé d'objets justement qui représentent les instances de notre classe. Mais il est également composé de liens qui représentent les instances d'association. En effet, tout comme notre diagramme de classe, un diagramme d'objet va avoir une association entre les objets. Voici justement, pour être plus parlant, un schéma. Donc un objet va renvoyer à une instance d'une classe. Il figure l'état d'une classe à un instant précis. Il est possible de représenter un objet de plusieurs façons, bien entendu. Chaque objet va être représenté dans un rectangle dans lequel va figurer le nom souligné de celui-ci et éventuellement la ou les valeurs d'un ou plusieurs attributs.
Donc là, c'est un symbole d'objet dans un diagramme d'objet UML. Alors, de gauche à droite, on a le fait de représenter une instance nommée d'une classe anonyme. Par exemple, voiture de Adeline. On a le fait de représenter une instance nommée d'une classe. Donc, exemple, voiture de Adeline. Deux points, voiture. On a le fait de représenter une instance anonyme d'une classe. Par exemple, voiture. Donc, deux points, voiture. On a le fait de représenter une collection d'assistance anonyme d'une classe. Un message envoyé vers un groupe est reçu pour tous les objets du groupe. Les valeurs des attributs d'objets. Alors, une représentation d'un objet peut contenir des attributs significatifs, comme ici. Dans personne, on a donc le nom, le prénom, l'âge. Et donc, qu'est-ce que ça donne? On a ici, par exemple, Adeline personne, donc le nom Bordenave, le prénom Adeline, l'âge 54 ans. Alors, je précise, je connais personne qui s'appelle comme ça. À part moi qui ai ce prénom, mais sinon, aucune idée. La différence majeure donc entre les attributs d'une classe au sein d'un diagramme de classe et les attributs d'un objet qui représente une instance de classe vont résider dans le fait que dans notre diagramme de classe, seuls les attributs sont liés avec la nature de ceux-ci. Par exemple, le nom de la classe personne peut être une chaîne de caractères de maximum 255 caractères et non nulle. Pour ce qui est de l'âge, toujours dans notre diagramme de classe, ce serait donc un nombre entier, un int par exemple, qui est non nul également. Ou ça peut être un varchar si on veut. Voilà, c'est possible. Dans notre diagramme d'objet, on va prendre en compte ces attributs et on va leur assigner des valeurs, comme on peut le constater ici. Pour notre instance de la classe personne, on a nommé donc Adeline avec comme valeur Bordenave à l'attribut nom, donc la valeur Adeline pour le prénom et 54 pour l'âge. Dans un diagramme d'objets, outre le fait de créer des objets uniques qui représentent une instance de classe, c'est tout à fait possible de créer des objets que l'on appelle objets composites. On va voir ce qu'on appelle un objet composite un peu plus en détail. Donc, un objet composite. Un objet composite, c'est tout simplement un objet qui est formé avec d'autres objets, représentés de manière visuelle. Si on prend l'exemple d'une voiture, d'un objet voiture, il peut être composé d'autres objets, tels que les roues, le moteur, les sièges, etc. Donc ici, on a aussi l'entreprise. Maintenant qu'on a passé en revue les différents types d'objets qu'il est possible de mettre en place dans un diagramme d'objets, on va voir ensemble les liens entre ces objets. Les liens. Tout comme les diagrammes de classe, les diagrammes d'objets vont avoir les liens dans leur structuration. Les liens renvoient aux relations entre les différents objets. Ils seront représentés par une ligne, reliant simplement différents objets. Donc ici, on a un premier exemple, ici, comme on peut le voir, donc pour le diagramme de classe. Donc c'est un N ici et un 1, juste là. Un N, un 1. Je vous le dis pour les cardinalités si ce n'est pas très visible. Donc, c'est le lien entre deux entités dans un diagramme de classe. Dans l'exemple que l'on a là, de notre diagramme de classe, on a représenté deux entités, une entité personne et une entité société. On a, pour la classe personne, les attributs nom, prénom et âge. Pour la classe société, on a les attributs nom et activité. On peut être un peu plus précis dans le diagramme de classe en indiquant la nature des différents attributs. Ça peut se faire en définissant par exemple des chaînes de caractères avec une longueur définie ou des nombres entiers avec une option qui est non nulle. Nous avons une relation entre ces deux entités. Une personne peut travailler au maximum dans une société, mais une société peut recruter plusieurs personnes. Alors, petit rappel, aucune limite n'est donnée au sujet du nombre d'employés. Alors, nous notons un N dans la relation. Alors, là, c'est un exemple, bien sûr, mais en soi, par exemple, un salarié pourrait dire, bon, ben moi, je travaille dans plusieurs sociétés. Personnellement, ça m'arrive. Je travaille dans plusieurs centres de formation. Donc, en soi, si on qualifie les centres comme des sociétés, c'est valable. Donc, voilà.
Mais dans l'exemple qui est présenté ici, c'est bien ce que je viens de dire. C'est au maximum une seule société. Maintenant, on va voir comment il est possible d'agencer ces relations au sein d'un diagramme d'objets. On va mettre de côté le détail des relations one-to-one et one-to-many, afin de schématiser directement notre diagramme d'objets. C'est-à-dire, c'est pour ça que les 1, n et tout ça n'apparaissent plus. On va alors créer et retrouver des liens simples, à savoir des lignes simples qui connectent les objets entre eux. On va créer 2 instances de notre classe personne afin de signaler que nous pouvons avoir comme diagramme de classe, plusieurs personnes dans une société. Pour éviter de surcharger le diagramme, nous allons représenter 2 personnes afin que la relation soit facile à distinguer, sans surcharger notre diagramme d'objet. On se doit de garder nos diagrammes UML les plus lisibles possibles. Donc ici, on a quoi? On a Léo, qui est une personne, on a Paul, et on a la société, par exemple, Amazon. Ensuite, par exemple, on a ici un ordinateur, donc un exemple d'une instance de la classe ordinateur avec l'état calcul. Et pour finir, juste en bas, on a un exemple d'une instance de la classe ampoule qui passe à l'état de l'état allumé à l'état éteint. Et bien sûr, si c'est l'inverse, la flèche c'est dans l'autre sens aussi. Donc, maintenant, les différences et similitudes entre diagrammes de classe et d'objets. En UML, les diagrammes d'objets fournissent un instantané des instances dans un système et des relations entre les instances, en séquençant les éléments du modèle. Dans un diagramme de classe, vous pouvez explorer le comportement d'un système à un moment donné, les différences et les similitudes entre vos diagrammes d'objets et les diagrammes de classe, qui sont les suivants. Les diagrammes d'objets, c'est un diagramme structurel UML qui montre les instances et les classificateurs dans les modèles. Les diagrammes d'objets utilisent une notation qui est très similaire à celle utilisée dans les diagrammes de classe. Les diagrammes de classe vont montrer les classificateurs réels et les relations dans un système. Les diagrammes d'objets montrent des instances qui sont spécifiques de ces classificateurs et les liens entre ces instances à un moment donné. On peut créer des diagrammes d'objets en instanciant les classificateurs dans des diagrammes de classe, de déploiement, de composants, de cas d'utilisation, etc. Processus de création d'un diagramme d'objet. Donc, d'abord, il faut identifier le mécanisme que vous souhaitez modéliser. Un mécanisme, ça va représenter certaines fonctions ou certains comportements de la partie du système que vous modélisez et qui résultent de l'interaction d'une société, de classes, d'interfaces et d'autres éléments. Pour chaque mécanisme, il faut identifier les classes, interfaces et autres éléments qui participent à cette collaboration. Il faut identifier également les relations entre ces éléments. Il faut considérer un scénario qui parcourt ce mécanisme. Figer ce scénario à un moment donné et faire un rendu de chaque objet qui participe au mécanisme. Il faut exposer les valeurs d'état et d'attributs de chacun de ces objets si c'est nécessaire pour comprendre le scénario. Donc ici, on a un diagramme de classe qui est nettement simplifié, mais toutefois suffisamment compréhensible pour nous projeter à travers un diagramme d'objet. On va prendre un instant pour décrire ce qui se passe au sein de notre diagramme de classe, avant de nous attaquer à la conception de notre diagramme d'objet. Le diagramme de classe va représenter les entités qui vont constituer notre système d'investissement en bourse. Nous avons besoin de quoi? Un bon nombre d'entités qui ont des relations entre elles. On peut notamment retrouver l'entité investisseur, qui peut dans un premier temps accéder à la base de données et au marché boursier, mais peut aussi effectuer du trading avec un courtier. De plus, notre entité investisseur peut détenir un portefeuille. Un portefeuille peut posséder un ou plusieurs actifs en son sein et sera évidemment rattaché à un seul investisseur. Pour représenter notre diagramme d'objet, on va poser un contexte à notre système. On a un système d'échange d'actifs
qui est relié à une interface graphique. Ce système d'échange d'actifs peut interagir aussi bien avec le marché boursier, la base de données, l'investisseur ou même le courtier. Afin que l'investisseur puisse avoir ces relations correctement, représenter cet objet qui sera notre système d'échange d'actifs servira de passerelle. Il faut voir cela comme une application de trading, vraiment. L'investisseur, lui, sera relié au portefeuille et son portefeuille sera relié aux actifs qu'il possède. On va y aller étape par étape. Tout d'abord, il faut mettre en place le principal, notre système d'échange d'actifs ainsi que l'interface graphique. Donc, on met en place l'interface graphique et le système d'échange d'actifs, comme on peut le voir ici. Donc, on abrège généralement le terme d'interface graphique par l'acronyme GUI, qui signifie en anglais Graphical User Interface. Donc, il faut noter qu'on a nommé les objets de sorte que ce soit des objets et non des instances de classe. Une fois que tout ceci est mis en place, il faut maintenant installer le marché boursier, la base de données, l'investisseur, le courtier, etc. Pour simplifier les choses, on va instaurer des instances anonymes de classe, comme on peut le voir ici. Une fois les instances mises en place et que tout est relié à notre système d'échange actifs, on va pouvoir mettre en place respectivement le portefeuille de l'investisseur, puis une instance anonyme de la classe active, comme on peut le voir là. Voilà, maintenant notre diagramme d'objets simplement mis en place. Au premier coup d'œil, on peut identifier les différents objets et nous pouvons identifier quelles sont les instances de nos classes. On peut aller tout de même un peu plus loin. Par exemple, dans notre diagramme de classe, un investisseur peut posséder plusieurs portefeuilles, mais nous n'en avons représenté qu'un seul. Il serait alors possible, sur notre diagramme d'objet actuel, de représenter directement cette relation de type one-to-many. Un investisseur peut être attaché à plusieurs portefeuilles à un seul investisseur, pour marquer cette relation. À ce niveau, donc à nouveau dans notre diagramme d'objet actuel, nous n'avons représenté qu'une seule instance d'actifs dans le portefeuille d'investisseur. Mais à nouveau, il est possible de mettre en place pour un seul portefeuille plusieurs instances de classe active. Donc, ce qu'il faut retenir, un diagramme d'objet, c'est un diagramme qui va représenter une classe. Mais ça va ajouter des spécificités. C'est utilisé pour montrer un contexte qui est spécifique, à un moment précis. Il faut noter que lorsque l'on parlera d'un diagramme d'objet, il s'agira avant tout d'un outil de documentation et de communication. Rien de plus. Un diagramme d'objet, c'est composé d'objets, tout simplement, qui vont représenter des instances de nos classes et de liens qui représentent des associations. Chaque objet sera représenté dans un rectangle dans lequel va apparaître son nom souligné et éventuellement là où les valeurs d'un ou plusieurs attributs. On utilisera le diagramme d'objet pour donner des exemples ou différents scénarios qui permettront par la suite d'affiner notre diagramme de classe. Il y a tout de même une différence majeure entre les attributs d'une classe au sein d'un diagramme de classe et les attributs d'un objet représentant une instance de classe dans notre diagramme de classe. À savoir, seuls les attributs sont liés avec la nature de ceux-ci. Par exemple, le nom de la classe personne peut être une chaîne de caractères de 255 caractères maximum et non nul. Il existe des liens entre les différents objets. Un diagramme d'objet, c'est un diagramme structurel UML qui montre les instances des classificateurs dans des modèles. Dans UML, les diagrammes d'objets fournissent un instantané des instances d'un système et des relations entre les instances. En séquençant les éléments du modèle dans un diagramme de classe, vous pouvez explorer le comportement d'un système à un instant donné. Alors, pour faire un diagramme, il faut tout d'abord identifier les mécanismes que vous souhaitez modéliser. Un mécanisme représente certaines fonctions ou certains comportements de la partie du système que vous modéliserez
qui résulte de l'interaction d'une société de classe, d'interface et d'autres éléments. Considérez donc un scénario qui passe par ce mécanisme. Figez ce scénario à un moment donné et affichez chaque objet qui participe au mécanisme.